Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live startup sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir les 4 cofondateurs de la société Lattice Medical, qui est actuellement en phase de collecte pour une deuxième opération de financement sur la plateforme WeSeed. Alors avant de leur passer la main, je vais vous préciser le déroulé de ce live. Donc une fois l'introduction terminée, donc c'est Julien qui présentera un petit peu plus en détail l'activité de Lattice Médical et surtout les enjeux de la levée de fonds en cours sur la plateforme. Et ensuite, dans une seconde partie, on passera à la phase de questions-réponses. Donc à ce sujet, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. Donc sur votre écran, vous avez une bulle QR. Donc il suffit de cliquer dessus, de taper votre question sur votre clavier. Et ensuite, je me chargerai de la poser à l'équipe de Lattice. Messieurs, je vous passe la main. Je vous laisse vous présenter, partager l'écran et moi, je vous retrouve pour les questions-réponses. Très bien, merci. Tu vas, Pierre-Marie? Je commence? Je me présente, je suis donc Pierre-Marie Danzé, je suis un des cofondateurs de Lattice. Alors, une histoire qui date depuis maintenant une dizaine d'années et qui a confirmé la collaboration entre les industriels et les médecins et les biologistes du CHU de Lille. Alors bonjour, je suis Philippe Marchetti, professeur de biologie cellulaire, cofondateur de Lattice Médical. Au centre hospitalier, je m'occupe de la banque de tissus et pour mon investissement au sein de Lattice, je suis conseiller scientifique pour la partie préclinique. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis le professeur Pierre Guereski, je suis chirurgien plasticien au CHU de Lille également et cofondateur de Lattice Médical. Je m'occupe principalement pour Lattice de l'expérimentation animale et également de l'interface avec les patientes. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Julien Payen, président et cofondateur de la société. Je tenais déjà à remercier tous les présents, remercier également tous les WeSeeders qui nous font confiance maintenant depuis plus de 3 ans. Tous ceux qui ont investi au premier tour et déjà tous ceux qui ont souscrit ou qui pensent vouloir souscrire sur ce second tour. Donc, on va rebalayer une présentation que je vais vous diffuser. Qui est en 3 parties, on va dire. Il y a une partie qui est plutôt liée à on peut raconter ce qu'on fait parce que je ne sais pas qui est derrière l'écran, donc c'est toujours bien de rappeler ce qu'on fait. Une deuxième partie qui est plutôt liée aux résultats qu'on a acquis depuis ces 3 ans. Et la dernière partie, finalement, qui est plus liée à l'investissement et sur quoi ça va porter dans le futur. Voilà. Maxime, peux-tu me dire si on voit la présentation? Oui, parfait. C'est bon? Ok. Bien écoutez, c'est parti, on y va. Donc Lattice a été créé il y a 4 ans maintenant, par nous 4. Alors, comme disait Pierre-Marie en introduction, on s'est rencontrés il y a 10 ans, enfin, ça fera les 10 ans cette année. Et il y a eu beaucoup de parcours depuis, d'abord de façon universitaire pendant 3-4 ans. Et puis, finalement, à partir de 2016, on a commencé à obtenir des résultats très, très intéressants sur des modèles animaux, une première preuve de concept, ce qui a permis de déposer un brevet et donc de penser à cette valorisation. Et donc, après l'intégration à l'incubateur de Rasanté en 2017, on a créé les statuts de la société. On a remporté un premier prix qui était vraiment un très, très beau prix, qui était porté par Pierre à l'époque, sur le ruban rose, donc l'association Ruban Rose, cancer du sein. La levée de fonds en 2018 qui a marqué, j'ai envie de dire, la phase crescendo de l'entreprise, qui a permis de recruter, qui a permis de donner des moyens. La reconnaissance aussi via le concours iLab qui a suivi en fait la même année. Et 2019, on s'est implanté dans nos nouveaux locaux. On a commencé les premiers investissements de machines pour pouvoir intégrer un maximum de data en interne et pas tout sous-traiter. En 2020, on a été reconnu dans notamment le concours Innov et un PSPC qui a permis de faire les premiers investissements sur l'outil industriel.
Et donc, surtout, ce partenariat avec Cousin Biotech qui a permis de lancer la fabrication. Et donc, l'année dernière, on a figé beaucoup d'éléments techniques, scientifiques sur le produit, ce qui a permis de lancer les premiers batchs de production et les dernières études précliniques qui vont permettre de démarrer le clinique cette année. Et on a quand même clôturé l'année 2021 avec une excellente nouvelle qui est l'EIC Accelerator. C'est un concours européen très, très challengeant. Il y a 6-7 000 participants et on a fait partie des 99 entreprises lauréates. C'est des très, très gros montants de subventions et également d'investissement. Et voilà, enfin, ça montre vraiment, c'est une reconnaissance très, très forte quand même de tout ce qu'on entreprend depuis des années. Alors, un bref rappel sur le cancer du sein, puisque la technologie qu'on développe, sa première application concerne le cancer du sein. C'est le premier cancer pour la femme dans le monde, ça concerne une femme sur 8. Et une voie de traitement, c'est la mastectomie. Et on pratique 240 000 mastectomies totales chaque année dans les pays occidentaux. Et il y a très, très peu de femmes en rapport à ces 240 000 qui bénéficient d'une reconstruction. La moyenne, c'est 20, en France, c'est 30, mais ça reste quand même relativement bas. C'est multifactoriel et une des raisons, c'est aussi la limitation de certaines techniques. On a la technique la plus pratiquée aujourd'hui, ça reste l'implant mammaire, donc en silicone, avec l'avantage d'une chirurgie très accessible et simple et un résultat direct, mais la complication d'un implant long terme, et donc des complications potentielles, et des affaires malheureusement comme PIP ou les macrotextures d'allergans qui ont entaché l'industrie. À droite, on a les plasticiens qui, ces 20 dernières années, ont développé des techniques alternatives à l'implant, des techniques qui sont dites autologues. Et donc, la technique aujourd'hui le périmètre de technique aujourd'hui qui se développe de plus en plus, notamment en France, c'est des techniques de lambeaux, tout à droite, où on va venir prélever sur un site donneur une quantité de tissu qui va être retransférée vers la poitrine, vers le sein, donc le site receveur. Il y a deux grandes techniques, donc par exemple le grand dorsal qui est illustré ici, où le lambeau qui va être prélevé, il reste connecté au site donneur et on dit qu'il est pédiculé. Et il y a une autre technique qu'on appelle le DIEP, où on va prélever un lambeau sur l'abdomen. Et lui, par contre, il est complètement disséqué pour être reconnecté, c'est de la microchirurgie. Donc, ces techniques durent entre 3 et 8 heures, voire même plus des fois. Contrairement à un implant silicone où en moyenne, c'est 1 heure d'intervention. Donc, vous voyez le gap entre les deux. Mais l'avantage du lambeau, c'est que le résultat esthétique final est très, très bien puisque c'est de l'autologue, donc c'est ses propres tissus, mais c'est très invasif. Et ça peut causer de la douleur, perte de sensibilité et le temps chirurgical. Et au milieu, on a une technique qui est un peu intermédiaire parce qu'elle est très itérative, c'est le lipofilling. On transfère de la graisse non vascularisée d'un site donneur vers le site receveur, le sein. Mais on perd à peu près 50% du volume injecté en 3 semaines. Et donc, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Et donc, c'est itératif et c'est plutôt aujourd'hui utilisé en complément des deux techniques, implant ou lambeau, parce qu'on est dans la capacité de remplir un volume global en une seule fois. Donc, c'est ce qui nous a animés bien quand on s'est rencontrés il y a 10 ans, c'est de trouver une alternative à ça et de proposer une reconstruction donc, autologue, donc naturelle, hein, toujours avec les tissus des patientes, mais moins invasive que les lambeaux ou itératifs comme le lipofilling et sans avoir les contraintes de l'effet long terme de l'implant silicone. Et donc, on a développé la solution Matisse que vous avez ici hein, dans son packaging, enfin, voilà, le packaging de l'implant. Donc, ce qui est bien par rapport à il y a 3 ans, c'est qu'on peut vraiment vous montrer cette fois-ci un produit fini qui a été figé entièrement. Un produit qui a reçu, comme je l'ai dit, beaucoup de concours, qui a été publié dans différents journaux. Donc, Matisse, c'est une chambre d'ingénierie tissulaire résorbable avec la promesse d'une reconstruction autologue. Donc, on va venir régénérer un petit lambeau, donc pas un grand lambeau, pas le volume total,
donc, qui va être disponible pour chaque patiente et qui va être prélevée à proximité du sein. Cette chambre d'ingénierie tissulaire, elle est entièrement résorbable, donc elle se dégrade totalement, l'organisme l'absorbe petit à petit, elle disparaît après 18 mois. Et en combinant la chirurgie d'un implant avec la chirurgie lambeau, on a un acte chirurgical qui finalement est réduit, qui est d'1h30, sans l'intervention de microchirurgie, donc très accessible à tous les chirurgiens plasticiens, voire gynécologues, et qui permet de rentrer dans une offre de soins aujourd'hui qui n'est pas existante. C'est pour les patients donc un parcours de soins simplifié et on a une petite animation qui réexplique le principe de la prothèse et sa procédure chirurgicale. Donc, le point très très important pour nous, c'est que ce soit accessible et facilement opérable. Donc, on a besoin de ces 6 instruments qui sont du standard en chirurgie, disponibles dans n'importe quel bloc. Et ici, on a un exemple d'une patiente qui a eu une mastectomie au sein gauche totale. Et donc, on va reprendre la cicatrice qui a servi à la mastectomie. Donc ici, on va l'ouvrir avec le scalpel. Et on va venir écarter pour prélever donc, un lambeau. Donc, il y a 3 sites possibles de prélèvement du lambeau. Donc, ce n'est pas tout à fait anatomiquement exact sur la vidéo. Le site préférentiel, par exemple, serait sous l'axillaire, donc un peu sous l'aisselle. Et donc, ce lambeau qui va être prélevé, il reste pédiculé, il reste connecté. Ça, c'est très important. Et il va être inséré dans l'implant Matisse, qui est en 2 parties. On a la partie basse qu'on appelle le socle ou le scaffold. Ce socle est poreux, il va permettre de fixer avec une suture le lambeau. Et on va venir refermer avec ce qu'on appelle le dôme, donc la partie haute, qui lui va donner la forme et le volume. Et donc une fois implanté, l'implant va régénérer ce petit volume de tissu qui progressivement va combler l'intérieur de l'implant et parallèlement l'implant se résorbe. À terme, la patiente retrouve un volume naturellement et sans présence de corps étranger. Donc, c'est un bénéfice pour les patientes d'avoir une chirurgie unique, contrairement par exemple au lipofilling ou aux réinterventions d'implants silicone en moyenne tous les 10 ans. Et on peut opérer cette chirurgie en même temps que la mastectomie. Donc finalement, un seul bloc pour guérir le cancer et faire la reconstruction. On a des résultats esthétiques qui sont satisfaisants parce qu'on a une reconstruction autologue, donc naturelle, avec les propres tissus de la patiente. Et une amélioration de la qualité de vie parce qu'on ne prend pas un lambeau total, on ne prend pas un tissu entier, on prend qu'une petite quantité de tissu, donc pas de séquelles après chirurgie dans le dos, sur le ventre, pas de perte de sensibilité, pas de douleur. Pas d'autres cicatrices, exactement. Donc, dans le sens de la qualité de vie et à démontrer évidemment, mais si on réduit le nombre de chirurgies, on réduit évidemment un coût global. Et en moyenne, aujourd'hui, le coût d'une reconstruction mammaire en France par patiente, le coût global est de 8 500 € par intervention. Côté chirurgien, les bénéfices, c'est un temps chirurgical réduit. C'est aussi la possibilité pour des plus petites cliniques de pouvoir proposer de l'autologue, parce qu'aujourd'hui, la procédure lambeau est assez longue et on peut proposer dans les cliniques privées. La résorption totale, c'est aussi moins de complications, donc moins de risques post-opératoires. Et le fait de prélever un petit lambeau de petite taille autour du sein, ça permet d'avoir plus de patientes éligibles. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il y a beaucoup de patientes qui ne sont pas éligibles à la reconstruction autologue parce que finalement, après le cancer, le traitement, la chimiothérapie, la radiothérapie, les femmes ont perdu beaucoup de poids et n'ont pas assez de volume graisseux pour recevoir de l'autologue. Donc, c'est finalement une augmentation du nombre de patientes éligibles en rapport aux 20% qui ont été présentés tout à l'heure. Le marché de la reconstruction mammaire est évalué à 1,2 milliard d'euros, mais il croît vite parce qu'on diagnostique de plus en plus de patientes, de plus en plus tôt. Donc ça, c'est un effet quand même bénéfique. Le traitement principal reste toujours la mastectomie, en tout cas la chirurgie.
On a 3 grandes zones aujourd'hui d'intérêt, l'Europe, les États-Unis et le Brésil. Et Matisse sera également applicable à la chirurgie esthétique. Donc pour ce focus chirurgie esthétique, notre stratégie actuellement est plutôt de concéder des licences d'application dans le domaine esthétique. On vise 5% du marché européen, US et Brésil à l'horizon 2030. Voilà, donc ça c'est la première partie de la présentation. La deuxième partie concerne les acquis techniques qui ont été obtenus ces dernières années. Donc, on est sur un dispositif médical implantable de classe 3 avec un nouveau règlement européen qui est en place maintenant depuis mai 2021. Il y a eu un délai d'1 an supplémentaire à cause du Covid ou grâce au Covid. Mais on s'était déjà mis en marche sur ce nouveau règlement parce qu'on savait que ça allait prendre beaucoup d'années pour développer l'implant. Donc, tous nos résultats précliniques, au niveau du produit, on a validé un design final que vous voyez ici sur cette image, qui a permis aussi d'être reprotégé par un deuxième brevet. Donc cette fois-ci, non pas en licence du CHU, mais propriété de l'entreprise. Et on a également validé le biomatériau qui compose l'implant. Au niveau du dispositif, on a développé donc des gammes avec plusieurs tailles. On a 21 tailles au total aujourd'hui, entre 175 et 475 cc avec des projections et des hauteurs différentes. On a démontré au niveau préclinique qu'on était en capacité de remplir des volumes importants en un seul acte, au-delà de 175 cm3. Nous sommes les seuls à démontrer ça aujourd'hui au monde. Une viabilité également au long terme. Ça fera l'objet d'une publication scientifique l'année prochaine, mais on a des datas aujourd'hui à plus de 12 mois, voire même 18 mois post-implantation. Le volume est stable dans le temps, même quand il n'y a plus d'implant. Donc ça, c'est un résultat exceptionnel. Ça montre que le tissu régénéré ne bougera pas et vivra comme un organe, entre guillemets, pratique. Et on a déposé une publication qui n'est pas encore acceptée, mais qui sera acceptée, je pense, sous peu, où on montre que Matisse est également compatible à la radiothérapie. Et donc, en tout cas, il n'y a pas de contre-indication à utiliser la radiothérapie avec Matisse. Donc ça, dans la voie de traitement cancer, c'était important d'amener ce premier résultat. Au niveau de la fabrication du dispositif, on a signé un partenariat avec une société qui s'appelle Cousin Surgery, Cousin Biotech, il y a encore 1 an, ça a changé de nom cette année, pour en fait mettre en place notre production. Nous avons validé notre process qui a permis de sortir les premiers batchs et bien on est dans les dernières études ici cette année. Je vous montrerai le planning pour terminer le préclinique et amorcer le clinique. Donc cette phase ici nous a permis, en tout cas c'était notre volonté, d'acquérir de l'équipement, d'être autonome dans les tests et essais. C'est coûteux, mais ça permet d'être rapide. Parce que quand vous soumettez des tests à un prestataire, déjà d'une, ça vous coûte cher. Et au final, vous êtes quand même soumis à son planning et à ses délais. Là, on est hyper autonome. Et finalement, l'investissement qui a été fait est réutilisé en production parce que vous avez toutes les machines en haut à droite, la chromatographie, la calorimétrie, les bancs mécaniques sont réutilisés en production pour du contrôle qualité. On a investi évidemment au niveau du laboratoire dans des équipements d'impression 3D et également dans des équipements de biologie cellulaire pour faire nos essais in vitro et démontrer la compatibilité du biomatériau avec les cellules adipeuses. En partenariat avec l'Université Le CHU, on a travaillé nos études précliniques sur 2 modèles animaux, des rats et des minipides, pour évaluer la performance du dispositif, donc la croissance et la régénération du tissu, la reproductibilité de l'acte, et également les analyses histologiques, la sécurité du matériau et la compatibilité des traitements cancer. Donc, on va vous montrer 2-3 slides de résultats que vous avez peut-être déjà parcourus dans la data room. Sur cette image, donc, on a un protocole qui est en cours, qui se termine au mois d'avril, où on a implanté 10 mini-pigs, donc 10 cochons de 80 kg, sur le même acte finalement chirurgical que la patiente, excepté que la prothèse est sous l'animal, donc quand même soumise à un stress important mécanique. Le lambeau donc prélevé sur l'animal est rationalisé, il fait 80 cm3, on est sur une taille équivalente à ce qu'on trouverait chez la femme. C'est ce que vous voyez ici. Et on a
l'implant ici avec les pointillés noirs, donc l'implant Matisse. On contrôle la croissance du volume à l'IRM et vous voyez sur ces images, c'est assez parlant, qu'en 90 jours, le lambeau a rempli le volume utile de l'implant. C'est assez reproductible, on a des barres d'erreur qui ne sont pas très très grandes et on a une cinétique qui montre qu'en 90 jours, on a atteint le volume utile max et vous voyez, le volume ne décroît pas. On a une stabilité 12 mois après implantation. Donc ça, c'est extraordinaire. Et c'est confirmé par ce qu'on appelle l'histologie, où on montre qu'il y a des nouveaux vaisseaux qui sont formés et une densité de vaisseaux qui augmente, ce qui confirme que le tissu sera viable. Et on a également donc mené, et en interne et en externe avec nos prestataires, des analyses de biocompatibilité pour montrer notamment que l'implant n'a pas d'effet systémique, donc sur le système global d'un organisme vivant, mais aussi au niveau local. Donc, une fois qu'on a validé tous ces résultats sur 2020-2021, on a commencé à monter notre outil de fabrication. Donc, il nous faut une salle blanche. Donc, il y en avait deux options finalement. Soit on le fait faire, soit on le fait. Notre volonté, c'était de fabriquer. On a envie d'avoir une fabrication française, d'avoir une, je ne sais pas si le mot souveraineté est approprié, mais en tout cas d'avoir un circuit court, une production maîtrisée, parce que je pense que c'est important de ne pas tout laisser chez des sous-traitants. Et également qui nous permettra de développer d'autres produits sur le même outil. Donc, des salles blanches, c'est rarement disponible comme ça. À fabriquer, en tout cas à prester pour même une petite taille, on est tout de suite à 1 million, 1 500 000 euros. Donc, c'est compliqué. Et finalement, on a trouvé un très, très bon deal avec la société Cousin Surgery, avec laquelle je le considère comme un co-traitant. Il est à la fois partenaire et sous-traitant. On lui loue la salle blanche, donc un local salle blanche de 40 mètres carrés, des bureaux, un espace logistique, et on utilise certains de ces process, notamment pour emballer les prothèses à la fin, parce que c'est des machines qui ne sont pas forcément... ce n'est pas des machines spécifiques, c'est des machines assez standards, donc pas d'intérêt pour nous d'investir là-dedans. Donc vous avez une petite image de ça, et donc on a démontré avec notre outil que la validation pouvait se faire avec de l'impression 3D. Donc ça aussi, c'est une nouveauté. Alors, dans cette configuration-là, en salle blanche ISO 7, je n'ai pas vu d'équivalent. Donc je ne sais pas si c'est unique au monde, mais presque, j'ai l'impression. Et on a fait une petite vidéo pour vous mener à l'intérieur de cette salle et donc de l'outil de fabrication qui nous permettra à terme d'atteindre déjà nos premiers volumes et nos premières années de commercialisation. Donc, on maîtrise à l'intérieur de cette unité de l'extrusion, de l'impression et de la finition. Donc, vraiment les process critiques de fabrication de l'implant qui nous permettent de garantir la qualité requise. Donc, on a 3 personnes aujourd'hui qui travaillent chez nos prestataires, donc ils sont plutôt localisés là-bas. C'est à 30 minutes de notre siège social. Donc, ça reste en local, en périphérie de Lille. Donc là, on a une étape de contrôle qualité finale avant d'envoyer en emballage dans le packaging que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Et donc, pour terminer cette présentation, la stratégie, le market access et finalement l'usage des fonds pour les années à venir. Donc, vous avez ici notre roadmap. Ce qui va nous concerner principalement, c'est l'évaluation clinique. Donc, aujourd'hui, on termine, je l'ai dit, nos dernières évaluations précliniques. On aura l'intégralité des résultats en juin, et un tout dernier résultat en décembre. Mais ces derniers résultats en juin vont nous permettre d'ouvrir l'évaluation clinique et ce qu'on appelle un first in human ou un first in woman, parce que nous, ce seront des femmes évidemment, à partir du dernier trimestre, ou en tout cas dernier quarter 2022. Donc là, actuellement, on a signé avec une CRO, c'est une Clinical Research Organization, avec qui on prépare en fait le protocole clinique, le plan d'évaluation clinique, la sélection des centres.
Et donc tout ça, c'est en train progressivement de se mettre en place. Ce sera une étude en 2 temps. Donc, on ne peut pas permettre l'ouverture de beaucoup de patientes au début parce que le dispositif n'a pas d'équivalent, ça n'a jamais été testé. Donc, on y va en gestion de risque. On commence avec quelques patientes et puis si les résultats sont conformes, avec 1 an de recul, donc c'est ce qu'on voit ici, rapport intermédiaire, on va ouvrir à d'autres centres en Europe de façon plus large. En parallèle, donc, on continue à implémenter notre dossier technique et réglementaire pour le marquage CE. Et on va attaquer la roadmap US avec très certainement une première soumission à la FDA en fin d'année 2022. À partir du moment où on aura le premier rapport intermédiaire d'études cliniques, si tout est conforme, s'il n'y a pas de complications liées à Matisse, on va pouvoir recruter pour préparer l'accès marché. Donc recruter au niveau marketing, financier, commercial et DRH, et bien pour créer l'accès marché, la commercialisation. Et en parallèle, donc, la production aujourd'hui est validée pour démarrer en clinique. Donc, on a sécurisé beaucoup de choses en production, mais ce n'est pas une production optimisée en termes de volume, en termes de coût. Et donc, on a un projet de 3 ans pour optimiser cette production et faire en sorte qu'elle puisse sortir suffisamment de dispositifs au moment où on arrive au marché. On estime qu'on pourra déposer, donc l'étude clinique va durer 2 ans, donc elle se terminera fin 2024. Donc on estime pouvoir déposer notre marquage CE fin 2024 à notre organisme notifié et on comptable sur 6 à 9 mois après dépôt pour obtenir le marquage CE sur le nouveau règlement. Donc, quelques informations sur l'essai clinique. Il n'est pas encore figé à 100%, mais voilà, on va avoir 5 centres au maximum. Le premier centre sera en Géorgie pour des raisons de délai. Ça nous permet d'accéder plus vite. On gagne 1 an par rapport à l'Europe et la France. Donc, on a fait ce choix qui se fait assez régulièrement finalement dans le métier. Et on va inclure 5 patientes. On y va, d'ailleurs, première semaine de mars pour rencontrer les équipes chirurgicales là-bas et pré-inclure les premières patientes. Après 12 mois de recul, s'il n'y a pas d'événements non désirés sur cette première phase, qu'on appelle une phase de sécurité, finalement, on va plutôt regarder si le produit est toléré, s'il ne crée pas d'incident. Et on mesurera évidemment sa performance. Et bien, si tout ça est OK et que l'ANSM, donc l'Agence de santé française, autorise à ouvrir, et bien on ouvrira cette fois-ci donc à d'autres centres en Europe, en France, en Belgique et en Espagne principalement. Et donc là, on évaluera ce qu'on appelle la performance. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'animal, c'est la capacité à régénérer un tissu de façon reproductive, de façon stable dans le temps. Et donc sur un recul également de 12 mois. Donc on est en train de fixer les critères d'inclusion de l'étude, mais donc des patientes qui ont une mastectomie totale et qui ont besoin d'une reconstruction, qui n'ont pas d'antécédent de chirurgie du sein, avec un IMC, donc un indice de masse corporelle qui va être compris entre 18 et 30, pas d'antécédent vasculaire ou d'antécédent sérieux de diabète. Voilà, donc ça, c'est en train d'être fixé petit à petit. Et quand le protocole sera accepté, il sera publié et on pourra recruter les premières patients. Nos projections financières sont les suivantes. Donc, à partir du moment où on commercialise à partir de 2025, donc, évidemment, la première année ne sera pas une année faste parce que ça sera en milieu d'année, très certainement 2025, qu'on aura le marquage CE. Notre objectif, c'est de constituer un board médical, notamment très certainement ceux qui auront opéré les premières patientes. Ce board se fait par choix avec la taille du centre, la renommée du chirurgien, qui va permettre de convaincre ce qu'on appelle les early adopters et de réaliser cette pénétration marché. Donc sur les 2 premières années, 2025-2026. En parallèle donc, de l'introduction marché, on continue des études cliniques, et notamment une étude clinique qui démarre en 2025, cette fois-ci sur l'indication de chirurgie esthétique. Nous n'aurons pas le droit de commercialiser tout de suite sur les 2 indications. Le nouveau règlement nous l'interdit. On doit démontrer aussi l'usage en chirurgie esthétique, et c'est ce qu'on fera juste après le marquage CE. Donc, ça va permettre d'accélérer les ventes sur l'Europe
et on espère avoir le marquage, donc le FDA, sur 2027 ou 2028 pour accéder au marché américain et ensuite brésilien, ce qui va permettre d'augmenter de façon significative le chiffre d'affaires et l'objectif visé qui est 5% du marché à horizon 2030. Le break-even, quand vous regardez le BE, serait atteint en 2028. Et à 2030, on réaliserait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'entreprise. On serait 100 personnes. Ça a été l'occasion aussi pour nous, durant ces 4 années, eh bien, de prendre des contacts avec bien des confrères de Pierre. Alors, évidemment, beaucoup en France au début, mais également à l'étranger, avant Covid, évidemment, mais on a pu avoir l'occasion de se rendre aux États-Unis, de conforter bien l'intérêt de Mathys auprès des pairs, auprès des praticiens, que ce soit en Europe et aux US. Et Pierre-Marie s'occupe également beaucoup des réseaux de patientes, puisqu'on aime bien avoir l'avis des praticiens, mais on aime bien aussi avoir l'avis des femmes qui ont eu une mastectomie, qui ont eu une reconstruction, et bien pour voir si on fait bonne route. Voilà. Tout ça s'est rendu possible avec une équipe. Donc là, la première levée de fonds a permis évidemment de structurer une équipe. Donc aujourd'hui, on est 17 autour du projet. Donc évidemment, beaucoup en R&D, puisque c'est encore le cœur de l'activité. Mais finalement, depuis 2 ans, maintenant, on a une équipe industrialisation, qualité réglementaire et puis marketing, administrative, ressources humaines, voilà, qui augmente. Donc on a un board aujourd'hui, donc on est 7, donc les 4 cofondateurs et donc les 3 représentants des fonds d'investissement. Donc le fonds d'investissement principal qui est Finovam, qui est représenté par Hélène Canard, Nord France Amorçage qui est représenté par Guillaume Brugnot, et donc François Martin qui faisait partie bien des premiers VCDers et qui représente la BICAP, Lattice via VC. Nous avons monté également un board scientifique qui représente finalement toutes les facettes du projet, entre les biomatériaux, la chirurgie plastique, les polymères, la mécanique, le réglementaire, la biologie. Et nos prévisions de recrutement eh bien dans les prochaines années. Donc cette année, on n'a pas prévu de recrutement significatif cette année. L'équipe est stabilisée, mais à partir de 2023, comme je l'ai dit, si les essais cliniques sont bons, on va recruter eh bien, direction commerciale, direction marketing, etc. Et je terminerai juste par le fait qu'on a été aussi très prolifique eh bien, sur les concours. On a remporté énormément de concours. Il n'y avait pas assez de place pour tout mettre sur la slide, mais on a mis quand même ceux qui étaient vraiment, depuis ces 3 dernières années, phares. Donc iLab, Innov, il y a eu les IC Accelerator, la Fondation pour l'innovation de Béatrice de Nice, où le prix nous a été remis par Turenne Capital. Voilà, Challenge, Startup de l'année en 2020 sur le magazine Challenge, c'est quand même pas mal. Et également dans la presse, où on a eu des couvertures diverses et variées, jusqu'au New York Times quand même, donc pas mal, chapeau pour toute l'équipe, quoi. Voilà, donc on vous remercie pour votre attention. Voilà, la technologie, donc pourquoi investir? La technologie est brevetée, des applications multiples, un premier produit qui est destiné au marché de la reconstruction mammaire qui est en croissance, et également dans l'esthétique. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci. Et je suis à 31 minutes, c'est pas mal. Parfait, merci Julien, merci tous les 4. Du coup, on va passer aux questions-réponses. Alors, il y a déjà pas mal de questions en attente. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, si jamais vous voulez poser votre question, c'est dans la bulle QR qui se situe en bas au milieu de votre écran. Vous cliquez dessus, vous tapez votre question, et ensuite je la pose à toute l'équipe. Alors, on va commencer avec 2 questions qui parlent de EIC Accelerator. Donc, question de Michel et de notre WICIDER, dont on n'a pas le nom. Je vous pose les 2 questions suivantes. Quelles sont les conséquences liées à l'obtention de l'EIC Accelerator? Et la seconde, le programme EIC Accelerator vise à financer des projets à haut risque et haut potentiel.
En ce qui concerne Lattice Médical, avant la nouvelle, le principal risque est-il plus d'ordre technologique, réglementaire ou financier? L'apport du programme EIC permet-il de lever ce risque? Très bien. Ok, bon, j'y vais. Donc, les IC Accelerator, clairement, c'est quand même, quand je dis une conséquence, c'est quand même une conséquence bénéfique. C'est que ça va apporter finalement plus de moyens. Donc, pour rappel, on a obtenu donc une subvention d'un montant total de 2 500 000 € et une promesse d'investissement de 5 millions d'euros à conforter dans une phase de due diligence qui va vraisemblablement démarrer à partir de mars, mais c'est encore assez incertain. La nouvelle est encore un peu récente. On a eu un board hier qui a traité un peu de la question. Et en fait, ça nous donne plus de moyens et notamment peut-être une levée de fonds un peu plus haute que ce qu'on espérait aujourd'hui. Et donc, de traiter plus rapidement les États-Unis. On a bien senti, en ayant l'année dernière rencontré beaucoup de fonds d'investissement, que les États-Unis, ça serait très, très, très important pour la société parce que c'est le plus gros marché mondial, même en termes de valorisation, en termes de résultats. Et donc, d'attaquer ça plus tôt que de l'attaquer après le marquage CE. Donc ça, c'était la toute première question. Sur le risque, évidemment, le risque, ça reste quand même le risque clinique. Parce que même si on a testé le produit sur animal, que ça fonctionne, on ne connaît pas encore la réponse sur un humain. Est-ce que l'animal ne communiquant pas, on ne sait pas si ça représente une douleur, pas une douleur. Est-ce que ça va être bien toléré? Ce n'est pas tout à fait le même organisme non plus, même si ça s'en approche, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y a quand même cette interrogation-là et c'est effectivement un risque. Et donc, l'IAIC vient couvrir ce risque parce que la partie subvention couvre une partie des essais, des premiers essais cliniques notamment. Ok, super. Alors, on va continuer avec une autre question. Mais par rapport à ce que Julien disait sur la prothèse, une question de Simon. Qu'espérez-vous en termes de confort et de douleur post-implantation? Il y avait un autre commentaire de Simon qui disait la prothèse a l'air assez rigide. Et du coup, peut-être que Julien, tu peux la présenter un peu plus en détail parce que tout à l'heure, avec le partage d'écran, on ne voyait pas. Voilà, donc il faut considérer que c'est effectivement plus rigide qu'un implant silicone. Mais on peut l'applier totalement pour avoir une voie d'abord, une introduction qui n'est pas très, très grande. Ce qu'il faut voir déjà, c'est qu'à l'air libre, c'est plus rigide qu'à 37 degrés dans un milieu physiologique. Donc, c'est plus souple quand je le mets à 37 degrés dans un milieu liquide. Dans un milieu liquide, enfin oui, physiologique, mais liquide. Le matériau se résorbe. Et donc, en fait, on va avoir un profil de souplesse qui va progressivement s'assouplir. On a besoin, entre guillemets, de cette rigidité les 3 premiers mois pour avoir la reconstruction du volume. Donc ça, c'est le compromis qu'on a trouvé. Et en fait, après 6 mois, vous ne sentez quasiment plus l'implant. Il devient très souple et à 12 mois, vous ne le sentez plus du tout. Donc, vous imaginez, c'est comme une courbe. Progressivement, ça devient de plus en plus souple et à 12 mois, vous ne sentez plus le produit. Ok. On va poursuivre avec une autre question. Pourriez-vous nous en dire plus sur le partenariat avec Cousin Biotech? Très bien. Donc, le partenariat avec Cousin Biotech, c'est 3 choses. Donc, c'est de la location pure de locaux, donc salle blanche, bureau et espace logistique, avec tout l'entretien qui est compris. Donc ça, le gros avantage pour nous, c'est qu'on ne gère pas l'entretien d'une salle blanche, on ne gère pas la qualification d'une salle blanche. C'est super. Enfin, vraiment, c'est super pour démarrer. C'est vraiment très, très bien. La deuxième partie du contrat, c'est de la sous-traitance. Donc, dans le produit, vous voyez, on fait fabriquer, donc ça, c'est une chose qu'on fait fabriquer, on fait fabriquer ces packaging et on vient y sceller du Tyvek, une membrane Tyvek dessus, qui va être en fait la couverture qui va protéger la stérilité. Vous avez un gaz qui va passer, qui va pénétrer au travers de cette membrane, qui va stériliser le produit, et c'est la barrière de stérilité. Donc ça, pour fixer cette membrane, il faut une machine spécifique qu'on n'a pas investi. Et Cousin, là, c'est assez... la machine est qualifiée. Donc ça, on utilise certains services comme ça de production. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est de l'accompagnement.
donc des fois gratuit, des fois payant, ça dépend, c'est un petit peu en fonction d'eux. Mais c'est beaucoup de conseils. C'est une société qui a 30 ans d'expérience dans le domaine. Et on est au contact puisque nos équipes sont là-bas. Moi, j'y vais quand même une fois par semaine. C'est super. Et eux, en fait, même à la limite, sont aussi très contents de nous avoir. De la façon dont ils voient une start-up aborder aussi le développement d'un dispositif très, très en rupture. Parce que ils font des dispositifs très innovants aussi de leur côté, mais peut-être pas aussi en rupture. Et l'échange est très bénéfique pour tout le monde. Ok. Ensuite, sur une autre question, qu'en est-il de la compatibilité de votre technologie avec les traitements adjuvants, comme la radiothérapie? Donc, on a fait un travail, donc principalement entre c'est l'équipe, donc Pierre, Philippe. Oui, effectivement, Philippe va compléter ensuite, mais on a fait un travail en expérimentation animale sur la compatibilité de notre proposition avec une radiothérapie éventuelle. Tout d'abord, concernant le dispositif lui-même, et donc l'impact des rayons X sur le biomatériau. Là-dessus, on est vraiment très, très assuré que le biomatériau ne va pas changer de caractéristiques, notamment les caractéristiques mécaniques. Et puis la deuxième grande question, c'était est-ce que notre procédé de tissue engineering, donc, qui est la capacité à un lambeau graisseux vascularisé de croître au sein de cette chambre de tissue engineering, est-ce que ça va être altéré par des rayons? Alors, le tissu vivant est toujours impacté par les rayons et notre expérimentation qui a été portée donc, sur un modèle murin nous a montré qu'il y avait un impact de la radiothérapie, mais que cette radiothérapie ne stérilisait pas, n'empêchait pas la croissance des tissus graisseux vascularisés au sein de la tech. Donc, c'est ces résultats qui sont soumis actuellement, qui ont été rédigés et qui sont soumis actuellement à publication au PRS, qui est le journal de la Société savante de chirurgie plastique américaine. Je laisse la parole à Philippe pour compléter. Je compléterai juste pour dire que l'intérêt aussi de cette étude, c'est d'avoir testé la radiothérapie avant la pose du dispositif et donc la levée du lambeau, et également pour être dans des configurations cliniques, éventuellement une radiothérapie post-dépôt d'implant. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas une incompatibilité majeure, mais il est relativement logique que la croissance du lambeau est moins importante qu'en absence de radiothérapie. Donc, même si on devait faire une radiothérapie adjuvante après la pose de ce dispositif, ça n'empêcherait pas totalement la croissance du lambeau et ça n'induirait pas une inflammation importante. En tout cas, donc, c'est le résultat de ces modèles qu'on a pu mettre en place. Ok, merci. On va poursuivre avec... alors, il y a deux questions dans la même. Quels sont les avantages et les limites de l'ATIS médicale par rapport à la bioimpression? Les deux technologies peuvent-elles se rencontrer? Ouais, je vais essayer de répondre. Je te laisserai compléter peut-être Philippe après. La bioimpression, moi, ce que je vois aujourd'hui en bioimpression, c'est qu'on imprime aussi des polymères comme nous. Donc, nous, c'est des biopolymères. Donc, j'ai envie de dire qu'on fait de la bioimpression aussi. Mais c'est un peu, le mot est un peu galvaudé. Mais j'entends l'idée. On va dire que techniquement, en tout cas dans la promesse du bioprinting tel que je le conçois, c'est qu'on va peut-être se retrouver effectivement avec des structures plus souples et donc peut-être mieux acceptées en tout cas en termes d'implantation et qui vont permettre, et je dis bien vont permettre ou pourraient permettre, parce que c'est franchement pas gagné aujourd'hui techniquement, de ne pas forcément avoir l'acte de lambeau, mais d'injecter de la graisse non vascularisée à l'intérieur. Néanmoins, de notre revue littérature aujourd'hui, il n'y a aucune équipe qui est en capacité de démontrer des volumes importants reconstruits avec bioprinting. Ou alors, ils sont obligés d'y mettre, de doper en fait cette régénération cellulaire avec des facteurs de croissance dans leurs biomatériaux. Et là, vous avez une complexité
réglementaire et médical, qui est d'ajouter des facteurs de croissance sur un terrain où il y a eu un cancer, ça risque de ne pas être accepté. Et j'oublie totalement toutes les questions de prix, de réglementation, de production. Faire du bioprinting, vous êtes obligé de le faire à côté du bloc. Donc, qui va le faire. Je donne un exemple sans aucune, sans aucun avis à proprement dit, mais il y a, sur la plateforme, vous avez la société Poietis qui fait du bioprinting, qui vraiment fait des choses incroyables. Le modèle économique n'est pas évident quand même, parce qu'il faut installer les imprimantes à l'hôpital. Et donc l'hôpital, qui fait l'acquisition, comment ça marche. Vous connaissez un peu la difficulté financière des structures hospitalières. Nous, on essaie quand même d'avoir un compromis et économique, et logistique, et pratique. Voilà, vas-y. Non, moi je pense que je vais compléter ce qu'a dit Julien. Je pense que premièrement, nous on avait choisi une solution entre guillemets rapide, bien que ça mettra quand même un certain nombre d'années, mais rapide et notamment pour passer ces barrières réglementaires. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'un polymère GMP reconnu, déjà utilisé depuis des années. Donc, on n'apporte pas un nouveau matériel inconnu. Et donc, on avait envie, en fait, ce qu'on vous a montré là, c'est une amélioration de la technique Lambeau, avec tous les avantages aussi des autres techniques, sans les inconvénients, en tout cas majeurs. Maintenant, moi, je laisserai la porte ouverte, c'est-à-dire que le bioprinting, c'est d'un point de vue recherche et développement, c'est extrêmement intéressant et il n'y a pas d'incompatibilité. Et je pense que dans les voies de recherche dans les années à venir, l'association de notre technologie avec du bioprinting, ça pourrait permettre l'accélération de la croissance du lambeau, des résultats peut-être encore meilleurs. Donc, la porte est ouverte. Pour nous, il n'y a pas d'incompatibilité. Mais notre volonté, c'était d'aller assez rapidement à l'essai clinique. Et je pense que la stratégie qui a été choisie est la plus efficace dans ce sens-là. Avec mes mots de chirurgien, moi, je considère que notre stratégie, elle est vraiment dans le concret, dans le réel, avec voilà, pour la première fois, une promesse pour le chirurgien et pour la patiente d'une croissance tissulaire, alors que jusqu'à présent, on avait vraiment éventuellement que ce que la patiente pouvait offrir, et même moins, puisque dans les stratégies de lipofilling, il y a une décroissance. Donc là, il y a vraiment quelque chose en rupture, mais dans le concret, alors que effectivement, le bioprinting, la bioimpression, c'est encore du rêve. Merci, messieurs. On va continuer avec une question plutôt longue de Raphaël, que je vous lis. Bonjour, bravo pour vos travaux. Question, un des enjeux du succès de la solution réside dans l'innocuité du dispositif. Comment allez-vous vous assurer que l'implantation de la prothèse n'engendrera aucun effet secondaire à long terme? Car même biodégradée et éliminée naturellement, on peut imaginer que des résidus puissent déclencher des réactions, voire des pathologies. Combien de temps faudra-t-il pour dérisquer suffisamment le dispositif pour le rendre viable et donc attractif? Ok, bon, je vais amener une réponse assez simple. Donc, comme disait Philippe, on utilise un biomatériau qui a déjà un vécu clinique, donc il existe déjà dans d'autres applications implantables. Donc, il est produit de façon dite GMP, donc de grade médical, donc qui assure cette innocuité. Évidemment, on refait tous les tests et toutes les études, c'est ce qu'on appelle la biocompatibilité. Et pour l'instant, jusqu'à présent, sur notre procédé de fabrication, il n'y a aucun incident majeur. J'insiste beaucoup, c'est une résorption totale. Il ne reste plus rien après 18 à 24 mois dans l'organisme. Donc, il n'y a pas de complications possibles, il n'y a plus rien. Après, pour les essais, ça suivra toutes les recommandations, y compris celles de l'HAS, sur un suivi très long terme des patients qui sont implantés. Et ça c'est pas différent des autres DM et des essais qui sont faits avec les DM. Ok. Alors ensuite, on a 3 questions, commentaires de Jérôme. Alors je vous les précise tous en suivant et je vous laisserai répondre après.
Le premier, pas de questions, mais des applaudissements à l'équipe pour leurs efforts envers les WICIDers et leur avancement dans leur recherche. Merci. Deuxième, Euronext, quelle valorisation espériez-vous sur des comparables, 40 millions de capitalisation en 2023 ou avant? Et le dernier, question terrible, mais je dois la poser. Julien porte l'entreprise à bout de bras. Entre parenthèses, on voit ici, il répond à toutes les questions. Que se passerait-il si un événement terrible advenait? Avez-vous pris des dispositions? Oh là là. Merci Jérôme et bonjour. Bon, alors je vais dans l'ordre. Déjà, merci pour les encouragements. Euronext, bon, je suis déjà en contact en fait avec Euronext, mais c'est pas pour maintenant. Je ne sais même pas si ça sera une solution probable. Mais en tout cas, c'est beaucoup trop tôt pour l'instant. Euronext, il faut déjà avoir un certain chiffre d'affaires, un certain volume d'affaires, voire même une certaine rentabilité. Je pense qu'il ne faut pas faire la bêtise de ce que certains ont eu. Enfin, il y a eu une promesse il y a une quinzaine d'années en France de rentrer sur Euronext et assez tôt dans des projets pour lever beaucoup d'argent. En fait, on voit finalement que le capital risque arrive à lever plus que la bourse aujourd'hui. Donc, je sais pas encore, mais ça fait partie en tout cas d'une option qu'on a. Je dois normalement suivre une formation Euronext à partir de 2023. Donc, ça me laissera le temps de digérer ça. Et après, s'il m'arrive un truc, une disposition, là, je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. L'équipe qui est ici, que ce soit Pierre, Philippe, Pierre-Marie, connaissent très très bien le produit, la partie technique. Moi, on a l'équipe derrière qui connaît parfaitement le produit. Voire même, je veux dire, moi, je ne suis pas spécialiste à la place des spécialistes aujourd'hui. C'est pas moi qui fais tourner les imprimantes 3D, c'est pas moi qui fais les essais mécaniques, c'est pas moi qui fais les tests de biologie. Donc voilà, on a une équipe qui est multidisciplinaire et c'est elle qui réalise tout ça. Moi, je coordonne et je pense que n'importe qui pourrait. Enfin, je ne veux pas dire n'importe qui parce que sinon je serais plus utile. Moi, je vais pas rajouter. Effectivement, à bout de bras, c'est faux en fait. Effectivement, Julien très impliqué dès le premier jour. Pour autant, c'est un vrai chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'il a su d'emblée déléguer à chacun des tâches spécifiques et ça ne va pas s'effondrer s'il y en a un de toute cette équipe-là qui tombe malheureusement. Là, vraiment, on est serein là-dessus, sur sa capacité justement à déléguer de toutes les tâches dans tous les secteurs. Merci messieurs pour cette question plus délicate. On va continuer avec une question d'Hugo. Merci pour la présentation. Quid de la douleur durant la période absorption? Alors, nous, on a des réponses à apporter en ce qui concerne l'expérimentation animale. Et donc, effectivement, on a donc regardé avec attention ce qui se passait pendant la résorption. Et on a même pris la précaution d'installer des caméras dans les sites d'hébergement des animaux, notamment mini-pigs. Et la période de résorption donc, va démarrer à peu près au bout de 6 mois de manière assez forte. Et il n'y a pas du tout de modification ni du comportement de l'animal, ni des constantes qui sont prises régulièrement, ce qui concerne température, fréquence cardiaque ou autres marqueurs de stress. Voilà, donc on est là aussi assez serein sur une douleur qui pourrait arriver en période de résorption du biomatériau. Ok, merci. Ensuite, 2 questions de Régis. Où se situe la collecte WICID? Et seconde question, la valorisation lattice sera donnée sous quel délai? Je ne sais pas, Julien, je te laisse répondre et je complète si besoin. Ouais, ok. Donc, la collecte WICID, en regardant tout à l'heure, on est à peu près à 130 000 euros, 131 000, je crois. Et sur la valorisation, je ne peux pas vraiment encore vous dire de délai, ce n'est pas évident, parce qu'avec l'IC Accelerator, on veut attendre que les négociations commencent avec la Commission européenne pour fixer tout ça, et le montant d'ailleurs qu'ils vont investir sur le projet. Parce que vous savez, la valorisation, c'est aussi lié à peu près au montant investi. Et donc j'espère qu'on pourra y répondre dans les prochains mois. Voilà.
Et de toute façon, dès qu'elle sera connue, on transmettra l'information. Ensuite, une autre question, quelle est la viabilité sur le long terme? Est-ce que le volume généré reste? Tu en as déjà parlé. Oui, on a déjà parlé avec d'autres. Alors, du Ouais. coup, effectivement, sur les slides, présentés, il y a, on a montré donc à 12 mois de recul, donc et à l'IRM et en histologie, donc sur des coupes de tissus explantés, que le volume, donc lui, reste stable et qu'on a donc la création de nouveaux vaisseaux sanguins, donc des néo-vaisseaux, ce qui démontre qu'il va y avoir une viabilité sur le long terme, le tissu se réirrigue. Oui, je reviendrai. Je vais compléter, oui, effectivement. Donc, sur les expériences long terme, sur nos modèles, on a pu montrer à 12 mois, voire même à 18 mois, qu'il existe que le volume tissulaire donc reste constant. Et ça s'explique par un tissu adipeux qui a proliféré à partir de cellules souches et qui est extrêmement bien irrigué par des nouveaux vaisseaux. Donc, il n'y a plus de raison après que celui-ci perde de volume. On n'est pas dans l'hypertrophie. Voilà, c'est ça. Voilà. Techniquement, on a des bonnes indications. Ok, merci. Alors, on se rapproche de la fin du live. Du coup, on va prendre une dernière question de Jean-Marc. Votre technologie pourra-t-elle s'appliquer à d'autres applications? Donc, oui, alors on a un programme de R&D en interne où on développe un autre dispositif qu'on appelle Rodin. On a gardé les artistes. Donc, le premier c'est Mathis, le deuxième c'est Rodin, qui lui va avoir une indication plutôt dans la partie épaisse de la peau. D'ailleurs, on parlait de bioprinting, il n'est pas interdit qu'on teste d'ailleurs l'association des deux dans cette application-là. Donc oui, tout à fait. Enfin, il y a au moins cette application-là et il y en a d'autres imaginées, mais pour rester focus. Voilà, on a déjà Mathis qui prend beaucoup de temps. On démarre un peu de programme R&D maintenant sur Rodin. Et voilà. Et toujours sur le tissu adipeux, les tissus mous, avec une cohérence dans les applications cliniques. Oui, c'est ça, c'est reconstruction de tissu mou, récupération de volume tissulaire. Donc, toutes les applications après post-trauma, après brûlure, ça peut se concevoir. Ok, super. Bon, on va se quitter sur cette dernière question. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à partager auprès des WICIDeurs qui assistent en direct. Je vois qu'il y a encore une question là, de Anthony Devine. Ah oui, du coup, je vais la poser. Question d'Anthony. Je reviens sur la valorisation. Puisque nous ne la connaîtrons pas dans un temps court, que se passe-t-il en attendant pour la lever? Est-elle mise en pause? Il n'est en effet pas raisonnablement possible de prendre une décision sans connaître la valorisation. Alors, très clairement, on a 3 due deals en cours avec des fonds. Donc, la due deal, ça prend le temps que ça prend. Donc, je suis pas maître, on n'est pas maître de ce délai-là. Puisque c'est sur ces 3 due deals que sera refixée en fait finalement la valo. Là où ça va prendre peut-être un peu plus de temps, c'est qu'effectivement avec l'Europe, au départ on était parti sur un certain montant pour cette levée et qui finalement peut-être être doublé grâce à l'intervention de l'Europe. Donc il faut raisonnablement pouvoir remettre ça autour de la table, mais on est obligé aussi de suivre les délais de l'Europe qui nous promet un premier rendez-vous seulement début février. Vous voyez, on est obligé de s'adapter. Je pense que raisonnablement sur la collecte, on va la prolonger un peu justement pour suivre ces délais et que tout le monde soit raccord au bon moment. Ok, merci Julien. On va terminer sur ça. Pour ceux qui sont arrivés en retard, le replay normalement devrait être disponible dès demain sur la plateforme. Pour ceux qui auront le replay, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans l'espace commentaire.
Et sinon, on vous invite à consulter les news qui ont déjà été postées, les news qui seront postées jusqu'à la fin de collecte. Voilà, pour suivre la fin de la collecte sur ces prochaines semaines, prochains mois. Voilà. Merci tout le monde. Merci beaucoup Merci. pour vos questions. Merci. Merci à tous les quatre. Merci au WICIDR et à bientôt pour un nouveau live sur WICID. Merci. Au revoir. Merci.